Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la nouveauté Fuji du moment, le GFX 100 RF. Alors, un boîtier, on va le dire tout de suite quand même, un peu clivant, dans le sens où c'est pas le boîtier polyvalent, du style du dernier Panasonic S1R Mark II qui est sorti, dont j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. On n'est pas sur le boîtier très consensuel. On est sur le bel objet. Alors, bon, ça c'est une affaire de goût. Après, moi je vous dirais personnellement mon goût, si tant est que ça puisse être utile à certains, je pense pas. Mais bon, allez, pourquoi pas. Donc c'est un bel objet, un objet de mode. Allez, on va aller jusque là. Voilà, mais qu'apporte-t-il vraiment? À qui est-il destiné? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'analyser ensemble dans cette vidéo. Alors, d'abord, le boîtier en lui-même, l'objet, comme vous voulez, puisque c'est un couple boîtier-objectif à focale fixe. C'est un ovni dans la production actuelle, puisque c'est un compact, alors au sens où on l'entend, c'est-à-dire on reparlera de la supposée compacité un peu plus loin dans cette vidéo. C'est un compact donc à focale fixe, par opposition à ce qu'on appelle maintenant les hybrides, qui sont à objectifs interchangeables. Et donc un compact à focale fixe, moyen format. C'est en ça que c'est vraiment l'ovni dans la production. Alors, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est assez rapidement de revenir sur la différence qu'il y a en termes de ratio entre le plein format et le moyen format. Ce qu'on appelle aujourd'hui le moyen format, bien sûr. Puisque si le plein format, petite parenthèse, est resté ce qu'était le plein format en argentique, c'est-à-dire le 24-36 au niveau taille de capteur, ce qui était la taille d'un négatif en argentique. Le moyen format, c'est différent. Il y a eu plusieurs moyens formats d'ailleurs en argentique. Et là, c'est une taille de capteur donnée qui est certes plus grande que le plein format. Mais il faudra qu'on voit ce que ça donne niveau ratio, bien sûr, pour savoir quand même de quoi on parle aussi. Donc ça c'est pour l'aspect capteur, ce qu'il apporte justement à ce niveau-là. Ensuite, bon, il y a l'aspect bien entendu du reste de ses spécificités, et puis puisqu'il est donné pour être compact, quels sont ses avantages en termes de poids et d'encombrement. Et ben, je vous propose de commencer par ça tout de suite, justement. Alors, on est à un ensemble qui pèse autour, je crois, de 750 grammes, quelque chose comme ça. Ce qui, moi je m'en rends assez vite compte, c'est le poids de mon Canon R5 II avec carte et batterie. C'est pas là qu'on va forcément mettre le qualificatif de léger. Bon, cela dit, on peut toujours. C'est vrai que quand vous prenez un ensemble en main, boîtier objectif qui pèse un peu plus de 700 grammes, finalement ça vous paraît effectivement pas si lourd que ça. Mais le truc c'est qu'évidemment dessus c'est une focale fixe et cette focale fixe elle ait quelques compromis, comme on va le voir plus loin, pour que vraiment on ait cette sensation de pseudo légèreté, je dis bien pseudo encore une fois. Parce que moi j'ai regardé évidemment beaucoup de tests de ce boîtier comme je fais toujours donc sur YouTube, et tous les testeurs s'accordent à dire qu'il est vraiment compact et léger. Et que certains iraient jusqu'à dire qu'on pourrait quasiment le mettre dans une poche de veste. D'accord. Vous avez essayé de mettre un objet quel qu'il soit d'une forme qui rentre dans votre poche de veste, on va dire, de plus de 700 grammes? Non, on va rester sérieux 2 minutes. Évidemment qu'on ne va pas mettre ça dans une poche de veste parce que c'est vraiment une grosse veste avec des très grandes poches. Donc autant dire on est en hiver là et on a vraiment des poches anormalement grandes et puis qui vont vite se déchirer quand on met un truc de plus de 700 grammes dedans. Donc on va arrêter avec cette blague, évidemment on va pas le mettre dans une poche de veste, et encore moins dans une autre poche. Alors par contre qu'on le mette
dans un étui pas très gros qu'on porte à la ceinture par exemple, peut-être pas à la ceinture, pardon, en bandoulière, ça oui. Mais alors j'allais vous dire, n'importe quel plein format auquel vous mettez un petit objectif, il va remplir le même rôle, et des fois ça va même faire un ensemble plus léger. Donc finalement l'un dans l'autre, c'est pas là que ça apporte vraiment. Maintenant, comme c'est le boîtier à objectif unique, forcément, on sort l'ensemble d'un coup, hein, et puis ça fait tout de suite le boîtier prêt comme ça à fonctionner. Et comme c'est du moyen format, évidemment, on se dit waouh quoi. Alors, donc on en vient à la question suivante. Qu'est-ce qu'apporte ce moyen format et qu'est-ce qu'il apporte surtout au regard de l'objectif qui est fixé en face dans ce boîtier, puisque c'est un objectif fixe. Alors, le capteur moyen format, quel est le ratio par rapport au plein format? Donc ça, c'est une question moi, qui m'a intéressé assez vite, hein, quand Fuji a sorti sa gamme GFX, et pas juste ce boîtier. On est sur un ratio qui est plus petit que le ratio, par exemple, qu'il y a entre l'APS-C et le plein format. Entre l'APS-C et le plein format, on a le ratio qui se mesure assez facilement en termes de profondeur de champ, parce que c'est assez facile à mesurer, puis surtout à mémoriser. Entre le plein format et l'APS-C, on sait qu'il y a un stop d'écart dans la profondeur de champ, c'est-à-dire que vous voulez par exemple le même flou d'arrière-plan qu'un plein format à focale donnée, hein, bien sûr, focale apparente, hein, voilà, même cadrage je veux dire. Voilà. Vous voulez le même flou d'arrière-plan sur un APS-C qu'un plein format, il vous faudra un stop de plus en APS-C pour avoir le même flou d'arrière-plan. Donc si on regarde les choses entre plein format et moyen format, c'est 2/3 de stop qu'il faudrait au plein format pour avoir le même flou d'arrière-plan que le moyen format. Donc il y a moins d'écart clairement entre le plein format et le moyen format qu'entre l'APS-C et le plein format. Voilà, ça c'est déjà pour fixer les premières données. Alors, l'autre donnée importante de ce boîtier, c'est que le capteur fait 100 mégapixels. Et ça, c'est une donnée qu'il faut analyser parce que le moyen format, il va avoir donc comme avantage sur le plein format de donner de meilleurs flous d'arrière-plan, une meilleure gradation dans les transitions entre les zones nettes et les zones floues, et une meilleure qualité en haute sensibilité. Pour la haute sensibilité, on va commencer par ça. Eh bien, le fait qu'il ait 100 mégapixels fait que la taille des photosites n'est pas plus grande qu'un plein format, notamment un plein format, tiens, comme le Canon R5 II qui est en train de me le filmer, qui a 45 mégapixels. Ça ne fait pas des photosites plus grands. Hein, ça ferait même plutôt des photosites plus petits, et sans parler des pleins formats de 24 ou 33 mégapixels qui ont clairement des photosites plus grands que ce GFX 100 RF et qui donc seront meilleurs en basse lumière. Donc c'est pas un avantage de ce boîtier, enfin relativement à sa définition oui, de 100 mégapixels, mais dans l'absolu par rapport à des capteurs, l'essentiel des capteurs plein format, je dirais même tous, hein, sans exception, il sera un peu moins bon en haute sensibilité. Donc voilà, pour ça déjà, je pense que c'est pas l'argument. Ensuite, on a l'argument du flou d'arrière-plan. Alors, le flou d'arrière-plan, vous le savez, hein, il est créé par 3 facteurs. On a l'ouverture, on a la distance à laquelle on est du sujet et la focale qui est dans l'objectif. Alors ici, il va falloir parler en focale apparente, c'est-à-dire focale ramenée à du plein format, ce qu'on fait classiquement avec un peu tous les formats hein, d'ailleurs. Et donc ici, on a certes un 35 mm dans l'absolu, mais il est équivalent à 28 mm en plein format. De même, l'ouverture, c'est un f4. Si on veut comparer avec le plein format, hein, on fait la conversion aussi avec l'histoire des 2/3 de stop, ça devient donc un 28 mm f3.1. Voilà, alors la question est de savoir si vous aviez un plein format avec un 28 mm f3.1,
Hein, donc ce qu'on peut techniquement faire, moi par exemple j'ai le 28-70 de 8, je peux tout à fait essayer de le mettre à 28 mm 3.1. Bon, honnêtement déjà à 28 de 8, c'est pas là qu'on a vraiment un super flou d'arrière-plan. Alors à 28.3 encore un petit peu moins forcément. Donc, est-ce que ce boîtier va faire des flous d'arrière-plan marqués? Réponse non. À part évidemment d'être très près de votre sujet, sinon non. Voilà. Ensuite, la gradation du flou d'arrière-plan. Alors ça, c'est propre au moyen format. Donc quand vous arriverez à faire du flou d'arrière-plan, effectivement là, vous aurez une plus jolie gradation dégradée, hein, des transitions de la zone nette à la zone floue, parce que c'est un moyen format. Mais voilà, ça s'arrête là, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à en faire du vrai flou d'arrière-plan avec ce boîtier. Alors l'argument de Fuji, c'est bien sûr de dire, comme il y a 100 mégapixels, on va pouvoir un petit peu transformer cet objectif en 35, en 50 mm, et même ils ont poussé jusqu'à un équivalent 63 mm pour le plein format, tout en gardant à peu près, je crois, une petite vingtaine de mégapixels. Alors ça s'entend parfaitement, hein, c'est-à-dire que même quand vous n'avez plus que 20 mégapixels, ça suffit encore largement pour la plupart des utilisations, notamment le portrait. Le problème est le suivant, c'est que si vous espérez que parce que vous l'avez transformé en 50 ou en 63 mm, vous allez enfin avoir le flou d'arrière-plan qui va bien en portrait, que nenni, vous avez fait une photo avec un objectif de focale apparente en plein format de 28 mm à f3,1. Vous n'avez pas fait autre chose. Le reste, c'est du zoom numérique en fait, et le recadrage que fait l'appareil. Donc vous n'allez pas augmenter le flou d'arrière-plan. Ça c'est la première chose. Le plus embêtant, je trouve, si on cherche à faire un portrait, c'est que vous aurez donc photographié avec un grand angle votre portrait. Alors, si vous le cadrez assez serré, vous savez ce que ça fait, un grand angle, si vous cadrez un visage assez serré, ça le déforme copieusement. Et là, vous pourrez toujours, là aussi, essayer de compenser ça en zoomant numériquement, c'est-à-dire en recadrant avec l'appareil, ça n'y changera rien. Donc non, ce n'est pas un appareil à portrait, ou tout au moins c'est un appareil à portrait en pied ou à la limite à la ceinture, hein, mais pas un portrait aux épaules et encore moins plus serré. Donc ça limite quand même assez vite son utilisation, bien entendu. Alors, où est-ce qu'il va être bien? Alors, c'est classiquement dans ce qu'on appelle la photo de rue, hein, parce que là, une focale équivalente à 28 mm, je dirais en photo de rue, hein, il y a deux écoles, hein, bien sûr, il y a ceux qui aiment le 28, ceux qui aiment plutôt le 35. Moi, j'ai un peu du mal à me prononcer, des fois le 35, c'est un peu trop serré, c'est vrai, hein, la photo de rue, ça dépend. Est-ce que vous prenez plutôt des gens en photo ou des gens avec des bâtiments derrière, quoi, un urbanisme derrière, voilà, et vous voulez en faire rentrer plus dans le cadre, il faut le 28, mais même le 28, des fois c'est trop juste, hein, il faut plus le 24. Bon, bref, tout ça se discute. C'est un bon compromis malgré tout, je trouve, surtout que là, le fait de pouvoir recroper en un équivalent 35 en gardant une très très forte résolution, là par contre, c'est un avantage certain, ou même 50 mm, parce que là on va moins faire attention aux effets de flou d'arrière-plan ou de déformation en portrait, etc. Donc là, oui, classiquement, la photo de rue, c'est un peu le terrain de jeu de ces boîtiers. Et puis, bien sûr, la photo de paysage aussi, parce que ce boîtier qui fait 100 mégapixels est capable de donner un détail énorme. Hein, et donc, si vous voulez vraiment agrandir un magnifique paysage, vraiment faire un énorme agrandissement, et que quand vous vous approchez vraiment de l'agrandissement, vous voyez toujours des choses très nettes et tous les petits détails, voilà, bah oui, là, ok, ce boîtier est indiqué, et les GFX en général. Pour le reste, 5 500 €
pour un usage finalement vraiment restreint, faut quand même être motivé, hein. Moi, c'est mon avis personnel, parce que ça a beau être un bel objet, donc j'ai dit que j'allais y revenir aussi, supposément compact, dans l'absolu non, mais relativement par rapport à ce que c'est un boîtier plein format, oui, bien sûr. Ça fait quand même très cher pour la focale fixe, même en trichant, en faisant des crops voilà, numériques. Ça fait quand même cher l'appareil à photo de rue. Alors maintenant, est-ce que c'est un bel objet? C'est un objet bien construit, ça, c'est des beaux matériaux, quoi. Ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est esthétique en tant que tel? Encore une fois, c'est purement personnel. Moi, je préfère un X106 au niveau esthétique. Je préfère presque un XT5 aussi ou un XT50 que ce GFX100 RF. Voilà, c'est purement personnel, hein, bien sûr. Alors, dernier point quand même, revenons à ces 100 mégapixels. Moi, je me suis très vite demandé, hein, quand il est sorti il y a quoi, une semaine à peu près, hein, cet appareil, honnêtement, à quoi sert-il, à qui est-il destiné? Et je me suis plus intéressé justement au capteur de 100 mégapixels en moyen format, qui l'utilise vraiment en vrai. Alors je pense qu'il y a pas mal de photographes d'architecture ou choses comme ça, sans doute qui l'utilisent. Et puis j'ai suivi récemment l'émission de Damien Bernal, là, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait en partenariat avec IPLN, qui s'appelle 50% Matos. Et il parlait justement de GFX. Alors Damien Bernal est aussi un petit peu perplexe, hein, sur ce boîtier, et lui disait qu'il avait découvert en fait que en joaillerie, notamment en photo de joaillerie, eh bien, les publicitaires exigeaient des GFX de Fuji pour avoir ces 100 mégapixels et en moyen format, tellement le but en fait sur ces photos là, c'est de voir le détail vraiment fin, quoi, hein, et qu'il n'y a que cette résolution qui apporte ça. Voilà, donc là, ok, je comprends. Maintenant, je pense que les photographes professionnels qui sont spécialisés pour le coup dans ce genre de photos, ils ont plutôt les autres GFX de la gamme où ils peuvent changer les objectifs, pas une focale fixe à 28 mm. Donc on en revient quand même malgré tout à l'usage de ce boîtier. Bon, c'est pas, il y en a qui vont l'acheter évidemment, et c'est très bien, hein, c'est juste que c'est quand même très restreint. Alors surtout si, pour terminer cette vidéo, maintenant on le compare, moi je trouve qu'il faut le comparer au X106 quand même. Alors bien sûr, il y en a qui vont lever les bras et dire ouais, le X106 c'est un APS-C. Oui, d'accord, mais c'est un APS-C quand même qui est pas ridicule en résolution, hein, puisqu'il fait quand même 40 mégapixels. Bon, voilà. C'est un APS-C qui a un très bon capteur 40 mégapixels, c'est-à-dire qu'en montée du bruit et en dynamique, c'est vraiment un très bon capteur, hein, ce 40 mégapixels là de Fuji. Et donc, bien sûr, il n'est pas aussi superlatif que le 100 mégapixels moyen format, mais je veux dire, pour la plupart des usages, il suffit largement. En termes de flou d'arrière-plan, il a un objectif, alors la focale apparente c'est 35 mm sur le X106, et l'objectif au maximum il est ouvert à f2. Donc f2 sur de la PSC, ça équivaut en termes de flou d'arrière-plan à un f2.8 sur le plein format. Donc il a un objectif équivalent 35 mm f2.8 si on regardait les choses sur du plein format. Rappelez-vous, le GFX100 RF, on a dit tout à l'heure, c'est un équivalent 28 mm 3.1 sur du plein format. Quel est l'équivalent qui fait le plus de flou d'arrière-plan? Eh ben, c'est le 35 mm f2.8, c'est pas le 28 mm f3.1. Donc aussi curieux que ça puisse paraître, le X106 fera plus de flou d'arrière-plan que le GFX100 RF. Et oui. Ensuite, le X106, il est quand même, lui, sensiblement plus compact et plus léger. Donc,
Alors, je dirais pas non plus qu'on va le mettre facilement dans une poche même de veste, mais au moins la compacité, ça a plus de sens d'en parler pour cet objectif. Pour ce boîtier, son objectif est un peu plus polyvalent puisque c'est un équivalent 35 mm qu'on peut, moyennant une bague, transformer en 28 mm et moyennant certains crops, faire la même chose finalement que sur le GFX, hein, aller chercher des équivalents 50 ou un peu plus grâce au capteur 40 mégapixels. Il est doté de capacité vidéo supérieure au GFX 100 RF. Au niveau de l'autofocus, c'est Fuji. Fuji n'a pas un meilleur autofocus sur la gamme GFX que sur la gamme X, tout au moins sur les boîtiers récents hein, de la gamme X. Moi, on me donnerait vraiment à choisir. C'est évident que je choisirais le X106 et puis, je veux dire, après, il y a le prix. Vous avez 3 X106 pour un GFX 100 RF. Voilà, bah, ça sera tout. Donc, un boîtier, certes, séduisant par son aspect nouveauté, mais un boîtier qui n'est destiné qu'à une niche d'utilisateurs très particulière. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Au revoir.